Bonsoir à toutes et à tous, à ceux et celles et ceux qui ont eu le courage de rester jusque si tard. On a pris un peu de retard, mais l'économie positive prend son temps, mais elle avance. Nous avons donc un débat sur l'économie positive est-elle prioritaire en temps de crise. Je suis Philippe Maby, je suis rédacteur en chef de La Tribune. On a fait un numéro sur la croissance verte que vous trouverez distribué aujourd'hui. Et je vais appeler tout de suite les intervenants pour cette table ronde, qui sont Véronique Descaques, qui est secrétaire générale adjointe à la CFDT. Véronique, installez-vous au fauteuil du fond. Jean-Martin Cohen-Solal, qui est délégué général de la Mutualité française. Françoise Gris, directrice générale du groupe Pierre et Vacances. Et enfin, à mes côtés, Henri Lachmann, ancien président du groupe Schneider Electric. Installez-vous. Bien, l'audience est un peu clairsemée, mais ça ne rendra peut-être que le débat que plus détendu et vivant. La question, donc, l'économie positive est-elle prioritaire en temps de crise? J'ai envie de l'aborder par finalement une première provocation que je vais adresser à Henri Lachmann pour rentrer dans le vif du sujet. Un autre grand dirigeant français, Maurice Lévy, a dit récemment « c'est bien gentil l'économie positive, mais en période de crise ». Donc ça me fait un peu penser à Nicolas Sarkozy qui avait dit « l'écologie, ça commence à bien faire ». Est-ce que ça commence à bien faire ou c'est le début de quelque chose, Henri Lachmann? Écoutez, moi d'abord, je crois qu'il faut toujours transformer des calamités en opportunités. Deuxièmement, il me semble que les périodes de crise sont des périodes qui sont propices au changement et que l'on change plus facilement les choses quand on n'est pas dans le confort. Et troisièmement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je suis en total désaccord avec cette affirmation de Maurice. Pour vous, c'est quoi l'économie positive pour un grand patron comme vous qui traversez quand même de nombreuses crises de l'industrie? Est-ce que vous avez finalement, de par cette expérience, la vision de ce que ça peut être comme définition? On a quand même parfois une vision un peu théorique, peut-être, de ce que c'est. C'est essentiellement deux choses, si vous voulez. La première, c'est une vision et une exécution long terme, mais qui ne dispense pas d'avoir des bons résultats à court terme, parce que quand je dis résultat, c'est global. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le long terme soit un alibi pour être non performant à court terme. Et deuxièmement, c'est une création de richesse, qui est très différente de la création de valeur, qui bénéficie à 4 collectivités ou à 4 types de parties prenantes. Et je le dis toujours par ordre alphabétique, comme ça chacun fait son choix. Les actionnaires, les clients, les collaborateurs et les territoires sur lesquels on opère. Donc c'est autre chose que de la performance exclusivement financière à court terme. Françoise Gris, je disais donc vous êtes au groupe Pierre et Vacances. On vous connaît aussi beaucoup pour votre implication dans les questions de ressources humaines. Est-ce que vous avez, vous, une définition? Est-ce qu'une femme a une autre définition, peut-être? Une femme dirigeante a une autre définition que celle d'Henri Lachmann? Non, je souscris beaucoup à cette définition de l'idée d'une performance à long terme. Une autre façon, je crois, de dire ce sujet, enfin de dire les choses, c'est une performance qui tient compte des externalités. Tout à l'heure, Christian Nibourel a parlé du sujet de l'empreinte sociale d'une entreprise. Je crois que c'est un sujet qui a été travaillé depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, dans cette période particulière, justement de crise, où quand même le tissu social souffre de 5 ans de chômage important, d'une aggravation des inégalités dans la société. Ce sujet d'externalité est d'autant plus crucial et on ne peut pas justement en temps de crise le négliger parce que c'est encore plus la réalité de demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'assertion du rapport que tout le monde a lu, de Jacques Attali, et rapport sur l'économie positive, qui dit, il n'est pas que Jacques Attali, pardon, c'est vrai, le rapport collectif sur l'économie positive qui avait été demandé l'an dernier par le président, qui a été remis récemment, et qui dit s'il y a la crise, c'est parce que l'économie n'est pas assez positive, elle n'a pas assez pris en compte cette dimension. Est-ce que c'est une oui, vérité? Je crois qu'il y a une évidence qu'on a oublié, on avait oublié 2 ou 3 choses toutes ces dernières années et qu'on avait un peu cru facilement qu'en tournant sur un seul moteur et de façon, et je dirais à plein régime,
régime, on allait pouvoir continuer longtemps comme ça. Et les rendements qui étaient à demander sur un certain nombre d'activités, sur un certain nombre d'entreprises, auraient dû nous indiquer qu'il y avait quand même quelques risques de déraillement. Oui, mais est-ce que le danger, finalement, et je me tournais vers Jean-Martin Cohen-Solal, qui est donc à la Mutualité française, est-ce que le danger, c'est pas que quand il n'y aura plus la crise, finalement, on oublie l'économie positive et on revienne à ce qu'on appelle le business as usual, qui est finalement le réflexe, j'allais dire pavlovien, de l'économie. Les excès, finalement, font aussi partie de la croissance. Mais moi, je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'on soit au milieu d'une crise. Je pense qu'on est au milieu d'une phase de mutation profonde de tous les niveaux. Et donc, une phase de mutation, donc une reconstruction. Dans cette reconstruction, on voit bien que de plus en plus, en France comme à l'étranger, on va vers cette économie qui s'intéresse au moyen et au long terme. Cette économie aussi qui remet, je reprends la définition d'Henri Lachmann, mais un peu plus loin, l'homme au centre de tout et qui anticipe le bien-être futur, parce que c'est le bien-être futur qui permet de construire les médias. Pour nous, pour les mutuelles sont les mutuelles santé que je représente sont dans le paysage social français depuis plusieurs siècles. Et on a toujours souffert d'une chose, c'est qu'on a le sentiment que comme des organismes à but non lucratif, on n'est pas performants. Et nous pensons qu'on peut être à la fois performant économiquement, on doit être performant économiquement sans être à but lucratif. Ce n'est pas la lucrativité qui rend la performance économique. Changer l'état d'esprit par rapport à ça, pour nous, c'est particulièrement important, que c'est construire à côté de l'économie classique, l'économie capitaliste classique, une autre forme d'économie. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire fait à peu près 10% du PIB, 10% des emplois. Et ça s'accroît doucement, et c'est une forme d'économie. Il n'y a pas de lutte entre les autres, entre l'une et l'autre. C'est une construction différente et elles peuvent s'apporter toutes les deux leur côté positif. Qu'est-ce qu'apporte le mutualisme? Vous êtes l'un des plus éminents représentants dans l'économie sociale et solidaire, dans cette économie positive en chantier. Si vous voulez, je prends un exemple, on prend des exemples concrets, nous on s'occupe de problèmes de santé. Dans le problème de santé, par exemple, nous nous battons pour éviter un certain nombre de rentes dans l'économie de santé. Aujourd'hui, le déficit d'assurance maladie, le déficit cumulé de protection sociale, c'est 160 milliards. Et on transmet ça à nos enfants. Et pour moi, c'est l'inverse de l'économie positive. On creuse des dettes tous les ans qu'on transmet à nos enfants. On ne leur transmet pas de l'avenir, on ne transmet pas des valeurs, comme disait tout à l'heure Henri Lachmann, on leur transmet des dettes. Tous les ans, ça va passer bientôt, encore bientôt, le Parlement vote des budgets de la sécurité sociale en déficit, ce qui est aberrant. C'est aberrant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on consacre 15 milliards chaque année au remboursement de la dette et leur intérêt. Donc il faut reconstruire un système de santé qui intègre le progrès. Le progrès, c'est pour moi une valeur formidable et qui permet le progrès aux autres. Simplement, il faut adapter nos dépenses à nos moyens. Donc réorganiser le système. Pour ça, par exemple, la mutualité s'est battue longtemps pour émerger en France les génériques. Quand la mutualité a lancé l'idée des génériques, c'est dans les années 80, on a dit de quoi ils se mêlent ceux-là avec leurs gros sabots, entre guillemets. Ça, et aujourd'hui, tout le monde le partage. Pourquoi les génériques? On peut offrir à des gens une qualité de santé, des médicaments, à un moindre coût, parce que simplement, le brevet est amorti et l'investissement est amorti. C'est normal de bien payer un médicament nouveau et innovant, c'est normal, parce que ça valorise le progrès et la recherche. Quand c'est amorti, c'est normal de baisser le prix pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ça qu'on appelle des rentes. Véronique Descac, je disais en vous présentant, vous êtes syndicaliste à la CFDT, j'ai envie de vous interpeller avec la phrase de Groucho-Marx qui est citée dans le rapport. Groucho-Marx qui disait « Je ne vois pas pourquoi je me préoccuperais des générations futures parce que je ne vois pas ce qu'elles ont fait pour moi ». Qu'est-ce qu'une syndicaliste qui se préoccupe de défendre les intérêts des salariés, donc des gens d'aujourd'hui, répond à cette préoccupation, à cette interrogation-là? D'abord, les syndicalistes qui sont très attachés au système de retraite par répartition, ils savent que pour être viable, la protection sociale, mais plus globalement la solidarité, elle doit s'organiser entre générations, et en particulier pour la retraite, elle s'organise entre 3 générations. Mais moi, j'ai envie de revenir sur la phrase de Maurice Lévy que vous avez citée au début, parce que ça m'a rappelé ce qui s'est passé en 2008 pour les salariés au moment où la crise s'est déclenchée. En particulier, moi, j'étais employée de banque, alors vous imaginez, et
c'est cet état de sidération dans lequel étaient les gens. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, il y a eu des grandes manifestations de salariés qui, en fait, ne demandaient rien, ne réclamaient rien. Il n'y avait pas de contenu revendicatif. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les gens demandaient à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que depuis, nous, les syndicalistes, en tout cas par nos adhérents et par nos militants, on est interpellés sur cette question du sens. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on essaye d'expliquer, comme l'a dit Jean-Martin, qu'au-delà d'une crise, on est bien dans une mutation qui vient de loin, avec la puissance qui change de camp, la puissance économique, mais aussi la puissance démographique, etc. Donc, il faut donner une grille de lecture de ces mutations à l'œuvre. Et puis, il faut aussi redonner un projet, redonner de l'espoir. Dire, alors c'est de l'économie positive, mais dire par exemple, j'ai retrouvé ça dans le rapport, et c'est le projet de la CFDT, qu'on peut tirer l'économie vers le haut, qu'on peut tirer le statut, la protection sociale, la situation des salariés vers le haut en faisant de la qualité. Il faut que l'économie fasse de la qualité, ce qui permet à la protection sociale d'avoir une prise en charge de qualité, etc. etc. Donc je pense que pour les salariés, la question qui se pose avec l'économie positive, la première, c'est celle du sens de ce qui s'est passé, pour en tirer des enseignements, pour savoir vers quel modèle on veut aller et ce qu'il faut faire. Je reprends quand même ma question initiale, mais pas forcément pour la CFDT, dont chacun sait qu'elle est parfaite et qu'elle est positive. Mais si on prend le monde syndical dans son ensemble, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que partie prenante, Henri Lachmann citait les parties prenantes, cette préoccupation du long terme est quand même suffisamment prise en compte dans les modes d'action qui sont plutôt vus parfois comme le blocage, le conservatisme, alors je ne cherche pas à caricaturer, mais, ou en tout cas la défense d'intérêts catégoriels du moment, et pas forcément ceux du futur. Écoutez, moi je pense que cette année-là, 2012-2013, pour le syndicalisme, ça a été une année aussi de mutation majeure. D'abord parce qu'on a mis en œuvre quelque chose qui existe depuis longtemps dans la loi, c'est la primauté au dialogue social sur la loi. Bon, eh ben, depuis 2012, on l'a mis en œuvre pour de vrai, avec l'accord sécurisation de l'emploi, qui a été transposé dans la loi. C'est vraiment un premier... Mais pas signé par tous les syndicats, mais, vous le savez. Mais peu importe, parce qu'il a été signé, c'est le deuxième événement majeur qui a eu lieu en mars, il a été signé par des syndicats représentant une majorité de salariés. Ça, c'est un événement, je pense, majeur dans notre pays, qui a une culture, effectivement, une histoire syndicale liée autour du conflit. On a le sentiment, souvent en France, qu'on ne peut créer des droits pour les salariés qu'autour des crispations révolutionnaires, etc. Et pour la première fois, on se rend compte qu'on peut faire autrement, qu'on peut coordonner la démocratie politique et la démocratie sociale, qu'elles peuvent s'entendre, travailler ensemble en respectant le champ de chacun, et qu'une majorité de salariés, finalement, soutient les organisations qui disent qu'elles font ça. Donc c'est un changement de paradigme, pour employer un grand mot, qu'il ne faut pas négliger dans notre pays. Gardez le micro, on va finalement faire le tour de table dans l'autre sens, en commençant par vous. On est d'accord tous ici, je pense, les 200 personnes qui sont encore dans cette salle avec nous, qui ont le courage d'être là, doivent partager le sentiment que oui, c'est une priorité. Donc la réponse, elle est oui. Mais on s'interroge évidemment sur comment maintenant. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Qu'est-ce que vous, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs représentants du monde de l'entreprise ici, qu'est-ce que vous, en tant que représentant des salariés, syndicalistes, vous avez envie de dire à des chefs d'entreprise, Henri Lachmann, à Françoise Gris, pour avancer, notamment dans le monde de l'entreprise, pour sortir de ce paradigme, les actionnaires veulent des profits à court terme et finalement, ils ne prennent pas forcément en compte toutes ces externalités dont on parlait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a quelques propositions dans le rapport sur l'économie positive, mais vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous conseilleriez finalement de faire pour avancer? D'abord, je crois qu'il ne faut pas se raconter des histoires. On va peut-être tous vouloir positiver, mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Donc les conflits d'intérêts entre les salariés, les entreprises, ils existeront toujours. Il faut trouver des modes de fonctionnement qui permettent de réguler ces conflits et de les dépasser d'une certaine façon. On a commencé à mettre en place des choses. Quand vous dites, est-ce que quand la crise sera passée, si toutefois elle passe, est-ce que les choses vont reprendre comme avant? Je ne crois pas, parce qu'on a quand même engagé un certain nombre de réformes structurelles qui vont faire que on ne pourra plus jamais faire les choses exactement comme avant, même si ça ne veut pas dire forcément que ce sera mieux. En tout cas, ça ne sera plus comme avant. Donc parmi les choses qui, je crois, structurellement s'ancrent dans le paysage, c'est cette question du dialogue social à tous les niveaux. Alors on a parlé tout à l'heure de l'ANI, c'est au niveau interprofessionnel, d'accord, mais il y a aussi dans les entreprises, et là je crois que peut-être l'interpellation qu'on peut adresser aux représentants des entreprises, c'est de faire confiance à l'intelligence collective et au dialogue social, de faire confiance à la capacité des organisations syndicales à hausser leur niveau de compétence sur les questions économiques,
mais aussi les inviter du coup à avoir une oreille plus attentive à la question, aux questions des conditions de travail, par exemple. Voilà. Il faut véritablement que le dialogue social fasse un saut qualitatif. Alors, il y a des organisations syndicales qui sont prêtes à jouer le jeu. Mais parfois, parmi nos mandants, on nous dit oui, mais il faut être deux pour dialoguer. Et quelquefois, il reste aussi cette culture. Il reste un peu dans cette culture française une espèce de méfiance qui amène les employeurs à ne pas partager toute l'information économique. Alors, avec les nouvelles règles qu'on a maintenant, à la fois au niveau du comité d'entreprise, à la fois avec la participation des salariés dans les conseils d'administration, je crois qu'il faut que de bonne foi, les gens... c'est un mot qui revient souvent dans le rapport. Il faut retrouver de la confiance entre les acteurs et pour que les parties prenantes puissent exprimer en toute autonomie leurs divergences d'intérêts, mais puissent aussi trouver les voies pour les résoudre, il faut remettre de la confiance entre les acteurs. Henri Lachmann a bougé, a montré 3 doigts. En fait, vous dites qu'il y a 3 parties prenantes ? Oui, il y a 3 parties prenantes. Il y a l'État. Oui, il y a l'État. Il y a l'État qui... Qui doit jouer quel rôle alors ? Je pense que c'est toujours au plus gros de faire le premier pas. Et aux plus riches de faire le premier pas. Donc c'est à l'État et au patronat de faire le premier pas, mais l'archaïsme du dialogue social est clairement un énorme frein à notre développement et à notre compétitivité. C'est encore plus compliqué que ça, même, parce qu'on est dans une vision globale de l'économie positive. On parlait des questions, effectivement, des relations entre les salariés et les chefs d'entreprise, mais vous avez des injonctions contradictoires aujourd'hui, vous, les entreprises. Vous avez les actionnaires, avec la pression du rendement, du court terme. Vous avez la société qui veut que vous soyez parfait sur le plan environnemental, sur le plan du respect d'un certain nombre de nouvelles règles qui s'ajoutent les unes aux autres. Vous avez bien sûr les salariés. Comment est-ce que vous arrivez, par quels moyens est-ce qu'on peut progresser ? Et est-ce que peut-être la première chose à faire, Henri Lachmann, ça ne serait pas de mesurer, finalement ? Vous disiez souvent, la mesure, c'est un peu le thermomètre du changement. Qu'est-ce qu'il faut mesurer ? Est-ce qu'on peut quantifier tout ça ? Avant de mesurer, je crois qu'il faut clairement redéfinir le rôle de l'entreprise. Et l'entreprise n'est pas, ce que disait Milton Friedman, un lieu de production de résultats financiers pour les actionnaires. Donc il faut redéfinir la mission de l'entreprise. Une fois qu'on a défini la mission de l'entreprise, la mesure induit les comportements. Les gens se comportent comme ils sont mesurés. Et je crois qu'il faut introduire des critères de performance autres que des critères exclusivement financiers à court terme. C'est des critères d'écologie, c'est des critères de formation, c'est des critères d'embauche, c'est des critères de diversité. Chaque entreprise peut créer ses propres critères. Moi, je suggérerais qu'on en crée en tout cas pas plus de 10 et mesurer par rapport à ces critères. Satisfaction des collaborateurs, absentéisme, enfin des critères qualitatifs. Ce qui compte, ce n'est pas toujours les chiffres. Françoise Gris, est-ce qu'on peut innover en matière sociale, sociétale, environnementale dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez une expérience peut-être à nous faire partager Je pense que non seulement on peut, mais il va falloir. Et parce que clairement, on a un sujet de qualité du dialogue social, mais on a aussi cette non-qualité du dialogue social, la rigidité du marché du travail, sur lequel, certes, on fait des progrès, mais clairement pas à la vitesse où on devrait le faire, ne peut plus durer pour préparer notre entreprise, notre pays à son futur. Donc il va falloir innover. Et je voudrais revenir juste sur quelque chose, parce qu'il ne faut pas confondre le long terme avec un temps lent ou moins exigeant. Très souvent, il y a une espèce de nuance qui, sous prétexte qu'on regarderait à long terme, on serait moins exigeant sur le court terme. Non, c'est simplement qu'on regarde des choses différentes. Et que, justement, pour construire sur le long terme, on a besoin de regarder plus de choses que lorsqu'on cherche à optimiser sa profitabilité sur le trimestre qui vient. Parce que pour le long terme, il faut construire son outil de production, sa valeur ajoutée sur le long terme, il faut construire une marque, une relation avec des clients, construire des compétences, etc. Donc c'est beaucoup plus exigeant que de travailler sur le long terme, ça demande de regarder plus de choses. Alors sur l'innovation sociale, oui, et je pense qu'il y en a une, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais en tous les cas c'est une urgence, c'est de reconstruire le dialogue social autour ce sujet de l'employabilité. La France aujourd'hui a un marché du travail qui ne valorise pas et qui n'aide pas les parcours professionnels. Or, on est en pleine mutation. C'est ce que l'on évoquait. Donc, toutes les organisations, que ce soit les entreprises, les mutuelles, enfin toutes les organisations vont devoir
faire les choses différemment dans les prochaines années. Et pour gagner, la France va avoir besoin de faire des choses différentes. Donc, il faut absolument, sinon ça va casser, ça va s'affronter. Il faut anticiper ces adaptations et pas les nier. Donc cette innovation sociale, elle est aussi du très bon sens. Elle consiste à se dire, il va falloir qu'on change de métier, il va falloir qu'on adapte nos compétences, il va falloir qu'on organise le travail différemment. Il y a des entreprises qui vont survivre, d'autres non. Et ben ça s'anticipe, ça se travaille, et de façon non conflictuelle, ce qui est quand même ce à quoi nous perdons beaucoup d'énergie et de temps depuis de nombreuses années. Jean-Martin Cohen-Solal, je voulais réagir sur la dialectique du court terme, du long terme. Non, mais je partage tout à fait ce que dit François. Il faut travailler, il faut penser au long terme. Qu'on fait du court terme, il faut être efficace dans le court terme. C'est évident. Il ne faut pas se tromper. Moi, je veux dire une chose sur ce que vous disiez sur les innovations. Les mutuelles donc, aident les gens à accéder aux soins parce que c'est la campagne pour accéder aux soins. Et quand je disais tout ce qu'a écrit Jacques, et pas que Jacques, sur l'économie positive, je me dis finalement, les mutuelles font l'économie positive sans le savoir. Ça fait partie même des essences. Mais si on veut le faire dans l'avenir, on est en train de travailler sur quelque chose en disant quand on choisit une complémentaire santé, que je suis une mutuelle, il ne faut pas le faire que sur le prix. Et on est en train de mettre au point des critères, on a travaillé depuis un an et demi, de services sociaux rendus, en disant il faut qu'on ait aussi un service social rendu. On n'est pas que pour rembourser des soins, mais il faut aussi avoir un plus social, notamment quand on travaille dans le domaine de la santé. Et c'est quoi un service social rendu pour nous? On est en train de mesurer, c'est de qualifier, de quantifier même ces critères. C'est par exemple, on ne peut pas faire de limite d'âge dans les contrats. On doit faire de la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans une complémentaire, il faut qu'il y ait des jeunes et des vieux pour équilibrer les portefeuilles. On doit aussi consacrer une partie des excédents éventuels et mutuels à faire de l'action sociale sur le moyen et sur le long terme. On doit aussi avoir des réserves solides pour justement anticiper les risques. Et enfin, on doit développer de la prévention, parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien un sujet dans lequel il y a des inégalités en matière de santé en France, il y en a sur les soins, mais en matière de prévention, on sait très bien en matière de prévention que les classes sociales favorisées savent se prévenir, les classes sociales défavorisées, non. Donc on doit faire des efforts particuliers. Et nous voudrions que les mutuelles qui font de la santé évaluent leur efficacité, non seulement sur les critères quantitatifs et financiers, mais aussi sur le service social qu'elles rendent. C'est une façon de faire de l'économie positive. Une question un peu politique qui me vient à l'esprit, mais on élit des députés, on élit président de la République, on n'élit pas un député des générations futures. Est-ce que c'est une notion qui vous paraît à inventer finalement? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un représentant élu qui soit celui des enfants à naître? Ou est-ce que c'est à tout le monde, à chacun finalement, de le faire? Et est-ce qu'on peut vraiment y croire? C'est-à-dire que c'est un changement complet du mode de fonctionnement de la gouvernance politique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça, on le sait bien. Les gens veulent se faire réélire, c'est la seule chose qui compte. Si faire la politique, c'est pas se mettre dans le moyen et long terme, il ne faut pas faire de politique. La politique, c'est penser à la société de demain, la société de nos enfants. Il y a un politique qui réfléchit sur le court terme. Effectivement, il peut peut-être se faire rire, mais ce n'est pas un vrai politique. Regardez les maires. On est dans une belle ville comme Le Havre. Les maires construisent sur l'avenir. Et les grands-maires, c'est des maires qui ont des visions. Moi, je me souviens, le maire d'une grande ville de l'ouest de la France, il voulait faire un métro. Tout le monde était contre le métro. C'était à Rennes. Et il me disait, mais non, moi, je suis sûr qu'il faut un métro, parce que c'est comme ça que je vois ma ville. Il a fait son métro envers et contre tout le monde. Il m'a dit, ceux qui me jugeront sont mes électeurs. Maintenant, ce métro, c'est un succès formidable. Ce qu'on demande à un politique, c'est construire l'avenir, voir l'avenir, voir une perspective. Et donc, pour moi, dire il y aura des députés qui sont chargés de l'avenir, donc chargés de l'actuel, du présent, c'est le non-sens de la politique. Véronique Descacq, vouloir faire le bonheur des gens, j'allais dire, parfois contre leur gré, c'est courir le risque de l'impopularité. Parfois, il faut être courageux. CFDT a d'ailleurs parfois pris sur ce terrain-là, je le dis, des positions courageuses, là encore démontrées récemment. Est-ce que finalement on peut, est-ce qu'il faut pouvoir tenir pour changer la société, le monde? Il faut courir le risque de l'impopularité? En tout cas, de ne pas être compris tout de suite. Je ne sais pas si c'est courir le risque de l'impopularité. Il faut en tout cas savoir faire partager sa vision d'avenir. Il faut savoir aussi faire partager ses valeurs. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la formation. Parce que ça me renvoie à la question, en anticipant vraiment beaucoup, la question de la prise en charge de la petite enfance. Moi, je pense qu'une des propositions qui m'a attiré mon attention et à laquelle je suis très attentive dans le rapport
dans le rapport, c'est la question de la prise en charge de la petite enfance. Parce que ce n'est qu'à la condition de rétablir l'égalité des chances dès le plus jeune âge, qu'y compris on réglera les questions d'apprentissage après dans la formation tout au long de la vie et dans la formation professionnelle. On sait bien que c'est un peu comme pour la santé, plus on a été en difficulté dans sa petite enfance avec les apprentissages, plus on est en difficulté dans la formation tout au long de la vie quand on est dans la carrière. Et la formation va au plus aisé, on le sait, pas seulement pour des raisons de système qui est mal organisé, mais aussi pour des raisons qui tiennent à la petite enfance. Donc je pense qu'il faut être très attentif à cette proposition, et pour moi ça tient à deux choses. Généraliser les modes de garde collectifs des enfants dès le plus jeune âge et mieux penser la transition entre la crèche et l'école, ce qui nécessite de faire bouger plein de lignes, c'est-à-dire faire travailler ensemble des éducateurs, des puéricultrices, des instituteurs, des institutrices, etc. Mais je pense que là, il y a vraiment un enjeu essentiel si on veut accompagner mieux les mutations en rétablissant de l'égalité entre les citoyens, et ça, c'est une question vraiment de long terme. Henri Lachmann, là-dessus, je voyais acquiescer. Moi, je pense que la première responsabilité d'une génération, c'est de s'occuper de la formation des générations d'après. Je pense que c'est la priorité 0-0. Et effectivement, je suis d'accord avec madame. Là, aujourd'hui, ça commence à 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on est en train de leur laisser surtout des dettes. Parce qu'on aime nos enfants en leur laissant autant de dettes. Il n'y a pas que les dettes. Il y a beaucoup de dettes. Vous remarquez qu'on ne parle que de la France. Non, mais c'est dans le monde entier. Mais aux États-Unis, la dette est absolument considérable. Dans tous les pays riches. Non, mais nous sommes un pays à prestations sociales et salariales élevées. Il faut en être plutôt fier. On gagnera la bataille que par la qualification. Or, nous sortons tous les ans du système éducatif 150 000 gosses sur une génération de 800 000, sans qualification ni diplôme, dont à peu près 100 000 ne savent pas maîtriser correctement l'écriture, la lecture et le calcul. C'est la honte de la société française et ça doit être notre première priorité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. La formation, c'est autrement plus important que la dette. Je ne dis pas qu'il faille avoir des dettes. On a bien avancé dans le débat. Vous avez tous et toutes lu le rapport, je crois. Il y a un certain nombre de propositions qui sont formulées. Si vous deviez en retenir, je ne vais pas dire une, ça serait excessif, mais quelques-unes, ou en proposer vous-même, ça serait lesquelles ? Il y a le changement de la définition de l'entreprise, par exemple. Je sais qu'Henri Lachmann y était sensible. Est-ce qu'il y a donc une ou deux priorités qui vous semblent urgentes et qu'on pourrait mettre en place de façon réaliste ? Jean-Martin ? Oui, moi j'ai fait le travail. Je me suis dit, on va me poser la question, donc j'ai regardé, j'ai souligné. Oui. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, définir des indicateurs extra-financiers de référence, par exemple, c'est fondamental à la fois pour l'animation d'entreprise, parce que nous, on est du mutuel, mais je dirige aussi une grosse PME et je sais ce que c'est diriger des gens. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir d'autres indicateurs, des indicateurs qualitatifs. C'est comme ça j'insiste notamment sur la formation, on le disait tout à l'heure. Rediriger l'épargne et l'investissement vers des activités positives, on est bien d'accord. Intégrer des critères positifs dans le choix des marchés publics. Dans le choix des marchés publics, aujourd'hui, on a toujours le sentiment de faire uniquement du quantitatif. C'est évident qu'il y a aussi des critères environnementaux, des critères d'avenir. Donc voilà, en gros, mettre le numérique au service de l'innovation par tous et pour tous. Quand on parle, comme tout à l'heure disait, comme vient de dire Henri Lachmann, ce qui est très frappant, donc des jeunes qui sortent du système, le numérique est tellement structurant aujourd'hui de demain. Quand on voit des gamins qui sont à côté de tout cela parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, c'est vrai, c'est un boulet au pied. Donc effectivement, développer le numérique, ça s'est fait dans l'enseignement secondaire, mais il faut le développer. Faire de l'école un lieu d'échange de génération, je suis d'accord. Mettre les technologies d'information au cœur de l'éducation, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc vous les prenez toutes, quoi, pratiquement. Non, là j'en ai quelques-unes, mais c'est vraiment qu'est-ce qui peut être structurant, parce que comme dit Henri Lachmann, l'objectif... Attendez, comment nous réagissons, nous, en tant qu'individus ? On essaie de faire en sorte que nos enfants soient plus forts que nous. Mais au niveau d'une société, on doit réagir de la même façon. Notre génération doit faire en sorte que la génération future soit plus forte que la nôtre. Françoise Gris, on a tous l'espoir qu'effectivement nos enfants vivent mieux, ou au moins aussi bien en tout cas, que nous. Et on voit bien que le pays... C'est un problème en France aujourd'hui. C'est un vrai problème, voilà, le pays est déprimé. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, et il y a quelques sondages qui sont sortis et qui sont très inquiétants, on a une espèce de déprime collective. Et quand on regarde le nombre de Français qui aujourd'hui pensent que les générations futures auront un avenir plus positif, justement, on est, je crois, à 38%, alors qu'on était à 67% il y a quelques années. Donc, c'est précisément parce que le futur importe
et qu'on ne voit pas la sortie aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait l'éducation, la pédagogie, parce qu'effectivement il y a des inégalités, parce qu'il y a des gens qui restent qui sont des outsiders du marché du travail et qu'on ne s'en occupe pas, qu'on a une perte d'espoir. Donc c'est un sujet quand même qui préoccupe beaucoup les Français, qui leur pèse aujourd'hui, mais sur lequel justement il faut travailler. Alors une mesure ou deux? Alors moi j'en ai une que je trouve importante, qui est effectivement de retravailler sur cette définition de l'entreprise. À la fois je suis d'accord et à la fois je ne suis pas d'accord sur l'idée qu'on va s'en sortir par la qualification. Bien sûr, aujourd'hui l'économie tire et va demander plus de compétences. Mais la réalité, c'est qu'on voit bien une bifurcation sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'on va embarquer dans ce système de plus de qualification. On devrait le faire beaucoup plus parce qu'effectivement, notre système français est injuste. Mais néanmoins, il y a une partie de la population qui risque de rester sur le carreau. Et pour cette partie de la population, il faut trouver un mode, il faut se préoccuper de ce qui va faire leur emploi. Et pour ça, il faut travailler sur des métiers que l'on dénigre beaucoup trop, et ça fait partie des mesures du rapport, c'est ces métiers du service à la personne, du care en général, qui ont un mal fou à être rentables aujourd'hui dans des modèles économiques normaux. Et donc travailler secteur par secteur sur la partie de ces services, et en particulier dans le monde des services, qui est mon univers à moi aujourd'hui, à la fois sur des services qui effectivement rentrent dans un monde marchand, normal, compétitif, et où il faut créer de la valeur ajoutée, et tout de suite à côté, travailler sur des services qui sont moins rentables. Et qui peuvent bénéficier du développement de l'autre entreprise, avoir ça qui cohabite dans une entreprise, ça peut être un modèle intéressant. Je vais vous donner un exemple parce que je suis peut-être un peu confuse ou théorique. Il se trouve que j'ai été présidente de Manpower Group en Europe du Sud pendant un certain temps et qu'on a travaillé longtemps en accompagnement de Pôle emploi sur l'accompagnement des chômeurs. C'est néanmoins au prix où la société est capable de payer cet accompagnement. C'est une activité qui est extrêmement difficile à rentabiliser pour une entreprise. Une association, des modes d'entreprise différents peuvent arriver à travailler dans un autre modèle économique sur ces sujets-là. La cohabitation de ces deux modèles à l'intérieur d'une même organisation est quelque chose d'extrêmement difficile et sur lequel il faudrait travailler. Henri Lachmann, est-ce que c'est pas un peu du greenwashing que de dire, ou du social washing, que de dire on va changer les divisions de l'entreprise et ça va changer le monde parce qu'on aura écrit la mission de l'entreprise n'est pas que de faire le profit, mais elle a des missions sociales, environnementales, etc. Comment on transforme ça en réalité dans un monde qui n'est pas le monde des bisounours, comme on le disait? Bon, d'abord, je crois qu'il faut qu'on prenne en compte la mondialisation. On ne peut plus avoir l'arrogance de penser qu'on est seul au monde. Il faut clairement voir qu'on est dans une planète où il y a 6 milliards d'habitants et où la communication et les frontières n'existent plus. Moi, je crois qu'il faut partir de la situation présente et essayer de l'améliorer progressivement. Moi, je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas au Big Bang. Je pense qu'il faut progressivement améliorer et avec une priorité absolue pour moi qui est les générations futures, donc le long terme, et c'est sans doute, ça commence par la formation, la qualification, pour prendre un terme américain, le caring des jeunes qui viennent après nous et qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à venir au monde, c'est nous qui les avons fait. Véronique Descac, votre proposition, et ça sera notre conclusion. Alors, à la CFDT, on ne croit pas non plus au grand soir, mais on craint le big clash en revanche. Et moi, je pense que rien ne sera possible de tous nos projets si on ne régule pas sérieusement la finance. Et c'est une ancienne employée de banque qui vous dit ça. Donc, il faut impérativement que... alors, il y a des choses qui ont été faites en Europe, mais on voit bien que le G20 a insuffisamment produit pour réduire les déséquilibres, pour interdire des pratiques financières. Il y a des banquiers vous avouent, des patrons de banque vous avouent qu'ils ont vendu, et à mon avis ils continuent à vendre, des produits dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le fonctionnement. On voit bien qu'il y a des techniques comme, il en est cité un certain nombre dans le rapport, comme le flash trading, etc., qui n'ont aucun sens, qui ne produisent rien que de l'argent en prenant des risques phénoménaux. On n'a pas réglé la question des paradis fiscaux. Et comme Jacques Attali l'a encore dit ce matin sur une radio,
on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière qui foutrait tout par terre. Donc je pense que d'urgence, dans les mesures de court terme à prendre et qui nous protégeraient pour le long terme, réguler pour de bon la finance. Bien, ça sera le mot de la fin, parce que nous allons tenir nos horaires. Enfin, je crois qu'on les a à peu près tenus. Merci, je crois qu'on peut applaudir nos 4 intervenants. Et nous allons céder la place à Catherine Bertillet pour la suite des débats. Merci.